La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'OVNI. Cette semaine, nous vous faisons découvrir en exclusivité 5 conférences qui se sont déroulées dans le cadre de l'événement Zero to One à Nantes les 28 et 29 janvier 2026. Grâce aux organisateurs, notamment H7 et Ici Lundi, nous avons la possibilité de vous faire découvrir des parcours inspirants de fondateurs, de fondatrices, de C-level, de corporate, d'entrepreneurs, bref, tous ceux qui ont effectué ce passage de 0 à 1. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Gabrielle Thomas et je suis dans l'écosystème VC et Startup depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai bossé dans plusieurs fonds, Alter Equity, Xange, Blackfin et Impactivist aussi dans les comités. J'ai pu accompagner des dizaines de startups et notamment quelques-unes à l'international. Et j'ai trouvé que Delphine avait vraiment spécifiquement des choses très intéressantes à transmettre et à discuter aujourd'hui, puisque il y a une très belle aventure dans Acceptio. Donc, avec justement une stratégie mixte, et on va en apprendre plus entre le build et le buy. Donc, Delphine Dorseuil, tu es cofondatrice plutôt, et CFO de Acceptio. Tu viens tout droit de Montpellier, où vous êtes basé. Et aujourd'hui, vous êtes 75 personnes chez Acceptio, dont un gros tiers de personnes à l'international. Et c'est déjà beaucoup pour la taille de la boîte. Donc, ça va nous intéresser. Donc, Acceptio, vous connaissez probablement déjà cette start-up de Montpellier qui a réussi le tour de force de rendre la RGPD et les cookies sympathiques. Et aujourd'hui, plus de 120 000 sites web dans le monde l'utilisent et ça permet de collecter 500 millions de consentements chaque mois. C'est des chiffres impressionnants. En 2022, vous avez levé 3,5 millions d'euros et vous avez, au-delà d'utiliser cet argent juste pour traduire le site, vous avez vraiment décidé d'utiliser cette levée pour ouvrir des nouveaux marchés. Donc, on va en parler. On va rentrer dans ces coulisses du Canada, du Brésil, des Pays-Bas. Et vous avez testé et le build et le buy. Tu vas pouvoir nous dire aussi ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et je pense que ça intéresse l'auditoire. Donc, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui, à Montpellier, chez Acceptio, vous a fait dire un matin, c'est le moment, on part à l'international. Comment ça s'est déclenché, cette évidence ? Déjà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de partager ce moment avec Gabrielle et de vous faire part de notre expérience. En fait, chez Acceptio, comme on permet au site internet de se mettre en conformité par rapport à des réglementations internationales qui concernent les données personnelles, comme ces réglementations sont par nature internationales, le terreau international pour notre expansion faisait sens dès le départ. On a commencé avec le RGPD, qui est un règlement européen et donc qui légitimise notre présence en Italie, en Espagne, en France. Donc voilà, c'est comme ça que l'aventure internationale démarre, parce que le produit et notre marché s'y prêtent. Et on a testé effectivement plusieurs tactiques pour y arriver. C'est des opportunités qui naissent sur le chemin entrepreneurial sans que vraiment on s'y attende à la base. Et ces opportunités, elles naissent de veille. Donc, soit de la veille réglementaire, c'est ce qui s'est passé au Canada. On a vu que le Canada, enfin la province de Québec plus précisément, s'inspirait du RGPD pour faire un RGPD-like au Québec. Et on s'est dit, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Pour être les pionniers et pour retranscrire sur ce marché-là l'expertise qu'on avait acquise en Europe.
Et sur la partie croissance externe, les opportunités, elles ont émergé de veille concurrentielle, donc réalisée par notre CEO. Régulièrement, il fait il discute avec l'écosystème, des partenaires potentiels, et notamment des concurrents. On n'était pas du tout à un stade de maturité où on se disait que ça pouvait être un chapitre, la croissance externe, pour Acceptio à ce moment-là. Mais les discussions et les opportunités ont fait que ça s'est ouvert. Donc voilà, comme l'expliquait Gabriel, on a ouvert le Canada par nos propres moyens. On y est allé from scratch, en full organique, sur cette nouvelle géographie. Et l'année dernière, donc en mars et en août, on a closé 2 deals. Donc, on a racheté un concurrent au Brésil et un concurrent sur la partie Benelux. Et donc sur le Canada, si on peut revenir un peu sur ce territoire, il y avait une opportunité réglementaire donc que vous aviez identifiée et vous avez choisi, d'y aller par vous-même sans racheter d'acteurs en place, ou d'acteurs avec des positionnements adjacents sur lesquels vous auriez pu vous appuyer localement. Comment ça a fonctionné et quelles ont été les étapes, de ce déploiement? Alors la première étape, ça a été, de passer du temps dans le pays. Donc, ça a démarré par des learning expeditions avec, le CEO et moi-même. Donc, on va dans le pays, on rencontre l'écosystème, notamment tout l'écosystème, innovation. On fait des salons, on demande à tout notre réseau de nous faire, plein d'intros pour, discuter et découvrir comment ça fonctionne parce que il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense, avant d'entreprendre une démarche comme ça et pas s'imaginer que ça va être facile et que depuis, notre petit siège montpelliérain ou parisien, on va pouvoir comprendre le marché. Donc c'est ce qu'on a fait, c'était la première étape et ça nous a permis de rencontrer, au gré de nos différentes rencontres, quelqu'un qui va devenir notre country opener, externalisé. Donc nous, on a fait ce choix-là parce qu'on voulait, pardon, vas-y Gabriel. Non, mais c'est original parce que, enfin moi dans les startups que j'ai accompagnées, souvent, c'était des personnes en interne qui étaient envoyées en fait, en exploration, avec un travail qui était fait au siège en amont et là, c'est vraiment un profil externalisé. Du coup, c'est intéressant que tu nous racontes un peu, enfin voilà, comment ça a Bah, fonctionné. complètement, en fait, on le rencontre et ça fait sens et on se dit que c'est pas plus mal pour limiter les risques et faire cette exploration, de passer par quelqu'un d'externe, avant de renforcer les moyens qu'on va déployer ensuite en recrutant. Et je pense que c'est une bonne idée de partir sur en tout cas pour nous, c'est ce qui a marché, de partir sur un country opener parce qu'en réalité, sur d'autres géographies, on a commencé en recrutant des sales et en fait, ouvrir un marché, ça nécessite beaucoup plus de compétences 360 que la simple vente. Parce qu'il faut voilà, connaître, avoir déjà du réseau, heu, recruter, donc donner confiance à des candidats qui vont rejoindre une boîte qui se crée au Canada, qui certes a un peu de track record en Europe et en France, mais voilà, où on démarre complètement. Il nous a aidé aussi à faire du portage salarial au début, pour justement nous aider à faire nos premiers recrutements. Et puis surtout, il nous a donné beaucoup de tips, sur, comment fonctionnait le pays, quelle était la mentalité et je pense que c'est ce qui nous a permis de mettre le maximum de chances, de notre côté. Donc, voilà et il est encore là aujourd'hui, ce country opener, externalisé. Il a juste, renforcé un peu plus, le temps, qu'il passe, avec nous pour nous accompagner et voilà, toutes ces préconisations font que, aujourd'hui, ils sont 3, bientôt 4, parce qu'il y a une 4e personne qui va les rejoindre, la semaine prochaine, lundi, sur la partie technique et voilà. Donc il y a, lui, il est toujours en externe et les 2 et bientôt 3 autres sont des salariés, c'est ça? Complètement, voilà, OK. on a internalisé ensuite. Donc lui, il est toujours là parce qu'on sait que c'est une transition Oui. et que sans doute, il va pas rester là, indéfiniment et qu'on aura peut-être un country manager à terme si la filiale grossit davantage. Hem Et voilà, on verra, ce que ça donne. Et sur le Canada encore, tu m'as parlé aussi de piliers un peu dans cette, aventure qui étaient, les réseaux bancaires. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ou est-ce qu'il y a d'autres partenaires clés que tu pourrais conseiller, aux entrepreneurs, ici qui voudraient aller au Canada?
Alors, je ne fais aucune pub parce que j'étais pas au courant qu'ils étaient sponsors, mais nous, on a été vraiment aidés par le CIC. Donc, c'est notre banque. Et en fait, ils ont mis en place un dispositif d'accompagnement pour les boîtes qui veulent s'implanter à l'international qui est absolument génial. Ils nous facilitent la vie pour un montant très abordable. On a un interlocuteur sur place pareil, qui est très connecté à l'écosystème et qui nous a accompagnés sur tout ce qui est administratif, donc création de la filiale, intro auprès de cabinets juridiques pour tout ce qui est corporate, incorporation de la filiale, etc. Le choix de l'expert comptable, quelqu'un qui sache faire la paye aussi, parce que quand on recrute, il faut bien ensuite s'occuper des salariés. Donc voilà, donc pour tout ce qui est vraiment support administratif et implantation, le CIC a joué un rôle majeur chez nous, qu'il a joué aussi d'ailleurs au Brésil. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Et sur la partie plutôt vente, nous, ce qu'on a fait, c'est que le country opener, pareil, il nous a expliqué un peu, selon lui, comment pénétrer le marché pour être le plus efficace possible. Et là, on s'est appuyé sur des revendeurs de notre solution, donc des agences web qui s'occupent de gérer des sites internet. Et donc, c'est eux qu'on est allé au début targeter. On faisait des démos avec des commerciaux depuis Paris. Et quand on a eu une traction et qu'on a été suffisamment convaincus que ça valait le coup d'investir, c'est là qu'on a pu ensuite recruter sur place. Parce que ça, par contre, je pense que c'est indispensable aussi, le fait de recruter des insiders et des personnes qui viennent du pays, qui ont leur propre réseau, mais aussi la culture et qui ont le sens commercial adapté à ce qu'attendent un client canadien. Je pense que c'est important aussi. Donc les 2-3 personnes en question, ce sont des personnes qui vivent sur place depuis longtemps et qui maîtrisent la culture. Est-ce qu'il y a eu aussi des échanges, c'est-à-dire qu'il y a une phase un peu de formation ou d'acculturation à l'ADN et à la culture d'Acceptio à Montpellier ou à Paris avant de les envoyer, ou comment ça fonctionne? Complètement, tu fais bien de poser la question. Nous, on met un point d'honneur à ce qu'il y ait un pont permanent entre les équipes. Donc, à la prise de poste, on essaye de faire passer, on fait en sorte que l'équipe passe beaucoup de temps au siège, donc à Paris et à Montpellier aussi, pour justement créer des liens, parce que c'est tellement plus facile ensuite de collaborer quand on se connaît, voilà, avec leur accent bizarre et puis des fois des réflexes et des habitudes qui sont tellement éloignées de nous culturellement, ça permet de briser la glace et c'est indispensable, ouais. OK, super intéressant. On vient de parler du Canada, sur lequel, l'idée c'était de construire, et d'exporter le produit, tel quel. Vous avez aussi fait donc d'autres phases d'expansion internationale dans 2 autres pays, par exemple le Brésil et les Pays-Bas. Comment ça s'est passé et enfin, est-ce que c'était un peu plus lourd finalement? Quelle était la différence entre les 2 pays? Alors donc comme j'ai expliqué, les opportunités, elles pop parce qu'on discute avec des concurrents et qu'on n'est pas du tout dans l'optique, de faire des rachats quelconques, mais ça arrive sur la table, donc on considère l'opportunité avec nos investisseurs et puis on décide d'y aller. Le Brésil, l'équipe était déjà existante, donc quand on rachète, ils sont 13. Et en fait, ils nous ont pas attendus et ils ont pas attendu leur achat pour être complètement autonomes, avoir leur roadmap, leur stratégie, leur vision. Et donc pour le Brésil, ça fonctionne plutôt comme une BU très indépendante. Elle est devenue encore plus indépendante parce que avant leur achat, on était persuadés de ne pas conserver ni leurs produits ni leurs marques. On voulait tout fusionner et faire une migration de leur base client vers notre solution. Et puis en fait, on se rend compte que c'est pas forcément la meilleure stratégie. Et on revoit notre copie. Au Brésil, on a décidé de conserver la marque brésilienne qui s'appelle Adopt, parce qu'on y a vu l'opportunité de synergie entre les marques, et ça, je pense que c'est hyper intéressant.
En fait, on a comparé les fonctionnalités, les scopes fonctionnels des deux solutions. Il s'avère que Acceptio avait des features un peu plus premium, donc un peu destinées à des clients un peu plus grands comptes. Alors que la marque Adopt était plus adaptée, notamment aussi avec leurs tarifs, parce qu'ils commencent à $9 par mois, quand nous, on est à 29 € par mois. Plus adapté à d'autres besoins clients qui ont peut-être besoin de moins de fonctionnalités avancées, mais qui veulent un budget plus intéressant. Donc c'est pour ça qu'on conserve les deux marques pour augmenter les opportunités je sais plus parler. Augmenter encore plus la surface commerciale. Et donc, on conserve cette marque. Et là, tout l'enjeu pour le Brésil, ça a été vraiment l'intégration des équipes, parce qu'on rachète la boîte qui a grossi, ils sont 20 maintenant. Et donc là, il faut intégrer ces gens. Du jour au lendemain, annoncer à notre équipe que ça y est, ils ont 20 collègues brésiliens et que maintenant, tous nos meetings vont être faits en anglais. Youhou! Donc c'est un point sur lequel on avait déjà bossé. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'en prévision de l'expansion internationale, on avait anticipé ces sujets-là et on avait accompagné la montée en puissance au niveau de l'anglais de l'équipe. Mais c'est là que véritablement le switch s'opère, parce que jusqu'à présent, on était toujours dans une forme d'évitement, et tant qu'on pouvait entre francophones parler français, ça nous allait très bien. Et là, du jour au lendemain, c'est le saut dans le grand bain. Donc voilà, le Brésil, c'était vraiment des enjeux d'intégration humaine, culturelle, et c'est ça qui est passionnant avec ce qu'on vit depuis l'acquisition. Oui, tu nous as parlé de la marque, un peu de la culture et de l'intégration humaine. Au niveau du produit, est-ce que vous avez... Donc, tu as dit que les deux marques sont côte à côte pour adresser des marchés adjacents en termes de taille d'entreprise. Est-ce qu'au niveau du produit, vous avez fusionné le produit? Est-ce qu'il y a une économie un peu d'échelle par rapport à des facettes du produit? Très bonne question. En fait, ce qu'on a fusionné, ce sont les équipes techniques. Donc maintenant, on a une équipe tech unifiée. Et d'ailleurs, notre lead front et notre lead back, ils sont au Brésil maintenant. Donc c'est ça qu'on a unifié. Et cette équipe unique, elle intervient sur les deux produits, parce qu'on a décidé de maintenir à la fois la marque, mais aussi le produit. Donc on essaye maintenant de rationaliser, parce que tout ce qui peut être mutualisé au niveau techno entre les deux produits, c'est tout le travail de notre CTO et de l'équipe tech actuelle. On bosse ces sujets-là, notamment les sujets d'infra, pour qu'ils essayent de migrer vers la même infra que nous. Voilà, c'est en cours, mais justement, tu fais bien d'en parler, parce que je pense qu'on se rendait pas compte à quel point cette acquisition allait faire en sorte que 1 + 1 = 3. Et les économies d'échelle que tu évoques, elles sont bien avérées. On est encore en train de les mettre en place, mais c'est le cas, ouais. Donc vous avez racheté cette entreprise au Brésil. Il y a aussi eu un rachat aux Pays-Bas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que ça a été plus compliqué peut-être de le réaliser, et pourquoi? En fait, c'est pas forcément plus compliqué, mais c'est une histoire totalement différente. En fait, on rachète les Pays-Bas, la boîte aux Pays-Bas. Oui, on n'achète pas encore le pays. Non, parce que l'appétit Grosse vient en ambition. mangeant, mais quand même. Non, pas de blague sur le rachat des pays en ce moment, désolée. En fait, on rachète à une équipe de fondateurs, mais les cookies, pour eux, c'est un side project à ce moment-là, et en fait, on rachète pas d'équipe, justement. D'accord. Donc c'est ça qui a été un petit peu challengeant pour nous, puisque du jour au lendemain, on se retrouve avec une base client installée, dont il faut bien s'occuper, mais avec absolument aucun relais opérationnel sur place.
contrairement au Brésil, où ils avaient l'habitude de faire sans nous, comme j'expliquais. Et donc là, par contre, aux Pays-Bas, on a choisi de ne pas conserver ni la marque, ni le produit. Donc le gros enjeu qu'on a, c'est toute la migration technique de leur base client vers notre produit. Ça se passe très bien parce qu'on a, en prévision de l'acquisition, on a embauché un commercial qui est hollandais. C'est le petit tips qui est très important et qui fait en sorte que cette migration et cet accompagnement de clients se passe au mieux. Nous, notre gros enjeu, c'était d'éviter au maximum le churn de clients parce que voilà, coucou, on a racheté la solution que vous utilisez. Maintenant, ça va se passer comme ça. Vous avez tel back office, telle features. C'est un gros changement, mais pour l'instant, on est très content du résultat. Ok, super intéressant. Les Pays-Bas, c'est un marché qui est quand même moins stratégique en termes de taille que le Brésil, je suppose. Enfin, ça m'intéresserait qu'on en parle un peu. Et moi, quand donc j'ai accompagné Agicap notamment avec Blackfin du CID la série, enfin série quoi. Et ça fait partie des pays sur lesquels il y a eu un travail d'ouverture et d'études. Et c'était pas forcément le pays le plus facile pour. En fait, l'idée c'était de se dire à partir de là, on va pouvoir aussi avoir un point d'appui pour aller au-delà dans des pays mitoyens, etc. Par exemple. Et le marché avait pas la même, enfin le même répondant que prévu. Finalement, ça s'est bien passé. Et Agicap a recruté des personnes locales, etc. Et ils ont pu mener à bien leur chemin sur ce territoire. Mais enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la perception de l'opportunité de marché sur Pays-Bas versus Brésil? Alors, on est à une histoire de la boîte où c'est encore trop tôt pour relever les compteurs et compter les points. On n'a pas encore forcément beaucoup de recul sur les deux géographies. Ce qu'on sent par contre, c'est qu'au Brésil, il y a un potentiel qui est colossal. Voilà, le Brésil, tu mets toute l'Europe dans le Brésil. Donc, c'est en termes de superficie, c'est monstrueux. Ils sont plus de 200 millions d'habitants et ils parlent tous la même langue. Donc voilà, le potentiel au Brésil, on sent qu'il est colossal. En termes de willingness to pay aussi? En termes de tarifs que vous pouviez proposer? Parce que c'est pas le même écosystème, il y a beaucoup de PME, Alors moins de grosses PME ETI, non? c'est exactement la raison pour laquelle on a conservé la marque, pour justement avoir un prix entrée de gamme qui soit beaucoup plus adapté au marché brésilien. Complètement. Et les Pays-Bas, alors c'est beaucoup plus mature. Le RGPD est là depuis beaucoup plus d'années. C'est beaucoup plus petit. On sent le potentiel. Voilà. Après, il faudra voir quelle histoire on écrit là-bas. Ce qu'on sent par contre, c'est qu'ils sont très durs dans le business et ils apprécient beaucoup leurs propres solutions. Donc, ils étaient ravis d'utiliser une solution hollandaise. Donc, le rachat parfois peut créer certaines crispations, d'où la nécessité pour ce pays-là précisément d'avoir un sales et un customer success qui soient présents sur place et qui puissent justement pallier à ces exigences-là. Oui, tu as évoqué plusieurs fois la dimension un peu culturelle avec les équipes locales, la langue anglaise, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu des anecdotes ou les différentes étapes de cette évolution un peu de l'état d'esprit général des équipes en France? Oui, bien sûr. Je pense que on s'y attendait pas forcément, mais c'est le plus gros challenge auquel on est confronté. Et je pense qu'il faut en avoir conscience quand on a de l'ambition internationale, qu'à un moment c'est un sujet qui va popper. Nous, on s'est beaucoup documenté, donc on fait preuve de beaucoup d'humilité aussi pour faire confiance au local, pour pas avoir la prétention de savoir comment tout gérer depuis Montpellier et depuis surtout nos cerveaux franco-français qui sont clairement pas adaptés à certaines géographies. Petit tips pour ça, si vous avez l'occasion de lire un bouquin qui s'appelle The Culture Map, qui a été écrit par Erin Meyer, nous, ça nous a beaucoup aidé à comprendre les différences culturelles, parce que ça paraît évident quand on en parle comme ça,
Mais en réalité, quand on le vit et qu'on l'expérimente, tu comprends pourquoi c'est vraiment un sujet important. En fait, dans ce bouquin, ce qu'elle fait, c'est qu'elle classe les pays selon différentes dimensions culturelles. Je prends juste un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, elle parle de comment on crée la confiance. Et donc, sur cette échelle, elle va classer les pays qui sont ce qu'on appelle task-based et les pays qui sont vraiment relationship-based. Et donc, c'est complètement différent. La confiance se construit pas de la même façon. Et il faut en avoir conscience. Le Brésil est vraiment dans le relationship, alors que la France, on est un peu plus au milieu. Et c'est pas parce qu'on est forcément à l'extrême qu'il n'y a pas de différence et des incompréhensions qui émergent pas. Quand on est plutôt task-based, comme en France, la confiance, elle va se construire parce qu'on va prouver qu'on est fiable. Qu'on fait ce qu'on dit. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on tient les délais, on tient nos engagements. Voilà, c'est comme ça que la confiance se crée en France et dans les pays qui sont plutôt task-based. Alors que le Brésil, c'est un autre monde et un autre univers. La confiance, elle se crée parce que tu te connectes humainement à ton interlocuteur. D'ailleurs, ils ont beaucoup de difficultés à collaborer avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Alors qu'en France, on n'a pas de difficulté à collaborer avec quelqu'un, un prestataire, un fournisseur. Tant qu'il fait le boulot et qu'il le fait convenablement, ça nous convient. Voilà, donc ils sont complètement différents et nous, ça a été une des clés pour comprendre que oui, en fait, quand ça fait 3 fois que tu me balades à me rendre des dossiers 2 jours plus tard, alors qu'on avait dit que tu me rendais le rapport ce jour-là, mais que lui, c'est pas un problème parce que en fait, on a entretenu une certaine complicité et que on est allé au restaurant 2 semaines avant, donc il voit pas où est le souci d'arriver en retard, de pas tenir les engagements, etc. Donc voilà, nous, ça nous a vraiment permis de mettre des mots et de faire en sorte qu'on arrive à se comprendre sur des choses complètement évidentes, mais qui le sont pas tant qu'on les a pas vécues. Donc voilà, petit tips sur tout ce qui est culture. C'est des trucs un peu clichés, mais il paraît qu'il y a un sujet du football aussi au Brésil où c'est une grosse partie de la conversation et il y a pas mal de schémas qui existent aussi avec les modes d'entrée en relation, notamment sur des angles commerciaux en fonction des cultures. Avec en France, on parle un peu d'abord de la météo, voilà, on atterrit, puis ensuite on rentre dans le vif du sujet. D'autres cultures qui vont être beaucoup plus frontales en parlant des sujets directement, d'autres, voilà, peut-être du foot et cetera. J'ai pas l'expérience du Brésil, mais non, c'est hyper intéressant et c'est vrai que parfois on sous-estime quand on fait des études stratégiques pour adresser un nouveau marché. On regarde voilà l'économie d'échelle, le M&A classique, on va économiser tant, il va y avoir tant de personnes, tant de CA en plus, etc. Mais ça peut générer des gros frottements et voire des échecs parfois de pas du tout anticiper ça, à la fois pour les équipes et à la fois pour la stratégie de marché, quoi. C'est très intéressant comme témoignage. Complètement, et ça peut avoir beaucoup de préjudices et de dégâts sur les performances commerciales parce que voilà, tu évoquais, c'est pas un cliché, hein, sur 30 minutes de meeting au Brésil, les 3/4 du temps, comme ils ont besoin de connaître l'interlocuteur et de créer la confiance en se connectant à lui, voilà, ça va être beaucoup de questions personnelles et ils s'en fichent du prix, ils s'en fichent du produit et des fonctionnalités. Alors qu'au Canada, c'est beaucoup plus décomplexé. Tout de suite, on parle plus librement du prix, etc. Donc voilà. Je parlais d'humilité aussi tout à l'heure pour faire confiance aux locaux, pour nous briefer sur ce qui fonctionne dans leur pays ou pas. Voilà, typiquement, pour les performances commerciales, cette confiance, elle est indispensable. Et on n'en a pas encore parlé, mais parfois quand on est entrepreneur et qu'on lance un nouveau pays, donc en build ou en buy, au bout de combien de temps on se dit que peut-être ça marche pas assez vite et qu'il faut changer d'équipe en place ou de setup ou de stratégie?
Non, mais Ça doit pas être facile parfois parce que justement, ça prend du temps et en même temps, ça coûte cher et donc, à un moment, faut arbitrer. Comment, est-ce que vous sentez ça? C'est peut-être pas encore le bon moment dans les 3 cas évoqués, mais non, bah si, parce que, enfin, pour le bail, c'est un peu trop tard, parce que de toute façon, tu as acheté la boîte, elle est bien là, il faut faire avec, que les performances soient au rendez-vous ou pas. tu peux investir Pour plus ou moins sur le sujet. Oui, après voilà, tu choisis de développer et de continuer l'expansion ou pas et l'investissement. Sur le build, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fixé des objectifs chaque année, donc budgétaires, à atteindre, pour justement, pas trop, se faire emporter par l'enthousiasme parce que voilà, c'est génial, on rencontre des nouvelles personnes, il y a un nouveau marché, mais il faut quand même rester, sur du factuel et donc oui, se faire des checkpoints, réguliers sur les performances, je pense que ça permet d'avoir une croissance, saine. Et puis j'imagine, co-construire ça justement avec les personnes qui connaissent bien le marché pour voir qu'est-ce qui est vraiment réalisable, c'est très important. Pour, terminer, cet échange, si tu devais donner un conseil ou 2 aux entrepreneurs qui hésitent à se lancer à l'international, par l'une ou l'autre des stratégies évoquées, qu'est-ce que ce serait? Ben, allez-y, allez-y, vous allez voir, c'est super. Par contre, soyez prêts à vous adapter. Mais je pense que ça, de toute façon, c'est une qualité, de tous les entrepreneurs. Et puis, soyez prêts aussi à revisiter, plein de convictions que vous allez avoir parce que en fait, c'est encore plus l'inconnu, je pense, quand on va sur des géographies, qu'on connaît pas. Donc voilà, adaptation et puis, adaptation au changement et puis oui, l'humilité de revoir, ses convictions et ses croyances. Merci beaucoup Delphine et à tous et toutes pour votre attention. C'était un super beau témoignage, de différentes stratégies qui ont été initiées assez tôt dans la vie de la société pour des questions d'opportunités aussi. Super témoignage. Moi, je retiens aussi la partie culturelle, qui a l'air d'être vraiment, souvent sous-estimée et qui est vraiment clé et pas toujours évidente à modéliser dans un tableau Excel. Seule l'expérience, parle d'elle-même. Et merci à tous et toutes. N'hésitez pas à rester Merci pour beaucoup. la dernière Merci. conférence.